Salut à tous et à toutes selon l'heure qu'il est chez vous. Madame, Monsieur, merci de vous abonner sur notre chaîne de télévision Écho du Territoire. Merci d'être au rendez-vous avec Sandrine Sangaré pour cette deuxième partie. Sandrine Sangaré, on l'a dit, est une immigrante afro-descendante qui vit au Canada depuis plus de 25 ans. Sandrine Sangaré, c'est une dame chargée d'histoire, de compétences et d'expérience. Elle est technicienne en travail social, juriste, expert en coopération internationale et bien entendu, elle est également une experte dans le domaine communautaire au Québec. Sandrine Sangaré, une fois encore, merci d'être avec nous pour cette deuxième partie. Merci. Je dois signaler que dans la première partie, nous avons évoqué les différents challenges de l'intégration. Et vous avez parlé justement de jumelage, un thème que vous préférez au terme intégration, Tout à mais fait. l'intégration des afro-descendants pose quand même problème. On a évoqué les challenges liés au climat, l'adversité climatique Tout à fait. que rencontrent l'immigrant, notamment l'immigrant afro-descendant, mais vous avez aussi parlé des lois. Des lois. Est-ce qu'on peut revenir sur la façon dont ces lois pèsent sur les migrants? Oui, ça pèse d'une certaine façon parce qu'on n'est pas habitué, tout simplement. Ça ne veut pas dire que d'où il vient, il n'y a pas de loi. Il y a des lois, mais le problème, c'est que c'est au niveau de l'application de la loi. Ou les Alors, différences? il y a une différence sur l'application parce qu'il peut y avoir des lois Mais qui ce ne sont pas les mêmes lois. Elles ne sont pas les mêmes. Il y a des nuances. Parce que quand on va sur la Charte des droits humains, c'est la même loi partout dans le monde. Elle est proclamée partout dans le monde. Mais au niveau de l'application, ce n'est pas tous les pays qui l'appliquent. C'est là où il y a une différence. Parce que la même loi, Chaque pays l'applique selon ses spécificités, selon ses spécificités, selon son environnement, ses exigences. mais selon sa rigueur, surtout. Selon sa rigueur. Au Canada, c'est un pays où la loi est de rigueur. Ça, c'est la première chose qui marque quand on arrive ici. Elle est de rigueur. Elle est appliquée à la lettre. Elle est respectée. Tout se fait selon la loi. Selon la loi, absolument. C'est ça la différence. Et non selon les compréhensions et les entendements divers, et non selon les circonstances. Non, selon les cultures nécessairement. Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples pour mieux comprendre ça? Je vais prendre par exemple l'exemple des méthodes éducatives. Les méthodes éducatives, ce n'est pas parce que tu as éduqué ton enfant d'une certaine façon que ça veut dire que c'est la meilleure manière et tout. Comme je disais tantôt, le Québec a une histoire dans laquelle ils ont pris des résolutions, des politiques sociales se sont mises en place, des lois ont été prises pour parler, par exemple, de la protection de la jeunesse. Alors, si la loi est mise en place, c'est pour qu'elle soit appliquée. Donc, quand on dit que, par exemple, les méthodes éducatives doivent être dans le respect des droits humains, dans le respect des droits de l'enfant, ben, c'est clair qu'en arrivant ici, il faut les respecter. Est-ce que les droits de l'enfant ne sont pas proclamés, par exemple, en Afrique? Oui, on en parle. Mais est-ce qu'on applique ça de la même manière? Non. Donc, les politiques sociales qui sont mises... Le problème est dans la rigueur. C'est au niveau de la rigueur. L'application. Bien sûr. C'est sûr que quand on voit un enfant qui est battu, maltraité, que ce soit dans un pays, par exemple, chez moi, Burkina Faso, on va interpeller les parents, on va peut-être même les mettre en prison parce qu'ils ont bastonné l'enfant jusqu'à un certain niveau. Mais ici, il y a la façon de l'appliquer qui est différente, qu'on n'attend pas d'avoir le drame avant de réagir. On est dans la prévention. Il y a des mesures préventives. Ben oui, on est dans la prévention. On ne veut pas parler de drame. Quelles sont les mesures préventives dans ce cas, par exemple? Dans ce cas, c'est pour ça qu'il y a la direction de la protection de la jeunesse, qui fait que, par exemple, quand il y a des cas de maltraitance, on agit avant que la maltraitance se dégénère. Quand il y a des cas, par exemple, de violence conjugale, par exemple, puisqu'il y a des impacts sur la vie des enfants, on essaye de mettre en place des structures. L'idée, c'est d'avoir, comment on appelle ça, de l'aide psychosociale qu'on donne aux familles, qu'on donne à l'enfant, des psychologues, des organismes communautaires. On met tout l'écosystème autour de la famille pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de drame. Et puis, par la même occasion, on aide et les parents et les enfants, par exemple, dans cette situation-là. Donc, c'est des choses qui ne sont pas connues nécessairement par la personne qui dépose ses valises ici et qui va s'étonner, qui va être surpris de voir un intrus arriver chez lui, par exemple, et lui dire, ben, écoute, monsieur, madame, suivez-nous, ou bien monsieur, madame, non, c'est pas comme ça que ça se fait, ou bien monsieur, madame, je pars avec ton enfant. Donc, ça peut choquer, ça peut blesser, ça peut déstabiliser complètement. D'où l'idée où je dis, il faudrait déposer ses valises, oui, mais savoir où est-ce que j'ai déposé mes valises, dans quoi j'ai déposé mes valises, où j'ai déposé mes valises, comment ça fonctionne ici.
Et adapter et réadapter, jumeler ce que tu as avec autre chose. Garder le focus que oui, j'éduque mon enfant, je l'encadre, mais comment je le fais? Est-ce que je peux adapter autre chose? Au lieu de la fesser, au lieu de la racler, qu'est-ce que je peux mettre en la place? Parce que l'idée, c'est de ramener l'enfant. Par exemple, si tu prends l'exemple de la privation, tu peux priver ton enfant de quelque chose. Ça va lui faire autant réfléchir que peut-être si tu l'avais donné une claque. Et puis l'avantage, et puis qu'est-ce que l'enfant apprend? Tu bâtis ton enfant plus que toute autre chose. Donc il y a plein de choses, comme je disais, moi, en étudiant le psychosocial, je ne pense pas qu'un parent a l'intention de détruire son enfant. Je ne pense pas. Non. L'intention est noble. Mais la méthode, Quelles que soient ses origines, il n'y a aucune intention il n'y a aucune intention, de tout simplement. détruire. Mais oui, mais lorsque on essaie de... Mais il y a une façon de faire quand Une même façon qui est de faire. particulière à chaque tribu, chaque Oui, et c'est culture, chaque origine. pour ça qu'il faut s'ouvrir à la terre d'accueil pour aller comprendre pourquoi ils disent non. Qu'est-ce que ça prend? Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a un impact direct sur ma vie, sur la vie de mon enfant? Et là, quand on fait cette porte... Vous avez compris, semble-t-il. Absolument. Vous avez compris, dites-nous, pourquoi? Je l'ai compris parce que moi, comme j'ai dit... Pourquoi est-ce que, Mhm. par exemple, le Canada met un accent sur la protection Mhm. de la jeunesse, Mhm. des mineurs, Mhm. il y a d'autres catégories, la femme, Mhm. et puis les âgés, les plus âgés. Mhm. Bon, on se rend compte que c'est une société Mhm. qui met un accent sur la protection de ces couches de population Absolument. censées. Pourquoi est-ce que cet accent est mis sur ces populations-là? En étudiant, par exemple, le travail social, moi, je suis formation en psychologie. Quand on voit l'évolution, par exemple, je parle avec un terme académique, au niveau de l'évolution de l'être humain, le développement psychosocial de l'être humain, on comprend que la violence, directement, est nocive, en fait, dans le développement d'un être humain. Et peu importe que tu sois enfant, que tu sois une adulte et tout, l'impact est très, 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 très négatif. Donc, si les lois sont mises en place, c'est pour protéger ça qui est directement lié aux droits humains. Mhm. Donc, pourquoi on les protège? C'est parce que c'est les plus vulnérables, on va dire ça comme ça. Les enfants, c'est plus vulnérable. Les femmes, c'est plus vulnérable. Les personnes âgées, c'est les plus vulnérables. Alors, il faut des lois, il faut des politiques sociales pour que, justement, ça ne se dégénère pas. Qu'on soit dans un esprit plutôt de prévention à la base. Évidemment, on va être dans du curatif parfois, mais l'idée, c'est d'être d'abord dans la prévention, d'où ces structures-là qui sont mises en place pour permettre qu'il y ait une certaine harmonie, que le Canada, que le Québec demeure une terre d'accueil qui appelle, qui invite les gens à venir, puisqu'il y a la paix, puisqu'il y a une harmonie, une certaine harmonie qui fait en sorte que il fait bon vivre. Si je cite que ça, on est quand même deuxième pays où il fait bien vivre au Canada sur l'aspect social. Ça prend des politiques, ça prend des lois pour ça, pour maintenir cette stabilité-là sociale, en fait. Voilà. Au plan culturel, vous parlez de jumelage culturel, c'est-à-dire un migrant qui arrive, un immigrant qui arrive au Canada et qui y vit devrait pouvoir s'ouvrir et s'approprier la culture québécoise et canadienne, c'est ce que vous voulez dire? Absolument. Et alors, est-ce que cela n'implique pas un risque, le risque de perdre sa propre culture et identité? Pas du tout. Pas du tout. Déjà, c'est un risque de laisser son pays d'origine et d'arriver ici. On l'a déjà pris. Lorsqu'on prend l'avion, on l'a pris déjà, ce risque. On a fait un choix de le prendre. Et ce risque-là, il faut... Est-ce qu'on est prêt à sacrifier son identité? Non, on ne le sacrifie pas. Remplacer son identité? Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'on va au bout du risque qu'on a pris. On ne sacrifie pas. On a déjà sacrifié en laissant. On a déjà laissé. Ce deuil, on va le faire d'une certaine façon, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de dire merde. Parce que nous y retournons. Hein. On n'oublie pas. Moi, l'année passée, j'étais au Burkina. On retourne chez nous. On est toujours connecté à nos terres d'origine. Mais je pense. Mais quand on y revient, est-ce qu'on est la Burkinabé qu'on était il y a 25 ans? C'est sûr qu'on est un peu dépaysé. C'est sûr qu'on est un peu. Non, parfois... je veux dire culturellement parlant. Oui, on peut être la même personne. Est-ce qu'on n'est pas assimilé? Oui, on est un peu. Moi, j'ai envie de dire, on devient doublement riche. Parce que la culture ne partira pas en moi. Elle est en moi. Elle est moi. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu plus canadienne? Un peu plus. Je ne sais pas comment le nommer. Je me sens divisée. Je me sens divisée dans le sens que les valeurs, j'ai appris de belles choses de mes valeurs. Je me sens canadienne. Je me sens aussi burkinabé. Je ne suis pas capable de vous dire que je suis plus que l'un ou l'autre. Non, moi, je me sens
complète. Mm. Parce que c'est ce que je suis, c'est mon identité. Vous vous sentez enrichi. Enrichie, voilà. Un peu plus enrichie, voilà. Et c'est mon identité que Est-ce la même perception que quand vous arrivez au Burkina Faso, on a à votre égard? Absolument. Absolument. C'est sûr qu'il y a quand même des différences dans la manière de faire, parce que veut pas, après 25 ans, on a une méthode différente d'agir. On devient rigoureuse. On devient plus rigoureux. On a une manière de faire qui diffère parce que, comme je disais, c'est les manières de faire. Les visions sont les mêmes, les valeurs sont l'objectif est le même. Mais la manière de faire pour atteindre l'objectif, c'est ça qui diffère. Donc, c'est sûr que les méthodes que je vais employer pour atteindre certains objectifs vont être un peu différentes. Puis, je vais me faire regarder certainement de la manière de faire. On adopte les méthodes canadiennes pour les objectifs burkinabés. Oui, c'est possible. C'est possible. Et il y en a, moi, par exemple, quand je suis partie au Burkina dernièrement, j'ai fait des conférences sur lesquelles je parlais des méthodes éducatives. C'est nouveau. Les gens ne savaient pas ce que c'était, mais ça a été embrassé. Ah, vous vouliez importer ce savoir-faire au Burkina Faso? Ça a été acclamé. Je suis même réclamée actuellement pour retourner, pour en faire. Donc, ils ont compris que, oh, waouh, voilà un beau cadeau que nous ramène notre fille venue du Canada. Donc, c'était pas quelque chose qui a été compliqué parce qu'il n'y a pas de DPJ là-bas déjà pour commencer. Donc, il y avait un climat d'attente et de réceptivité. Donc, ça a été il y a réel besoin. Réel besoin. Et ça a été bien reçu et c'est en train d'être propagé parce que j'ai dû former des leaders pour leur laisser cette valeur-là. Est-ce que vous pensez que l'Afrique doit être refaite au modèle canadien? Pas refaite au modèle canadien, parce que l'Afrique a son image, elle restera l'Afrique, mais l'Afrique a besoin de s'enrichir à tout prix, de grandir aussi, d'ajouter quelque chose. Oui, elle transporte aussi quand elle s'inspirer des bons modèles. Mais s'inspirer des bons modèles, j'y crois absolument. Absolument. Ça fait une richesse, ça nous fait tout simplement, ça nous rend encore meilleurs et ça vient ajouter un éclat à notre beau continent. Tout à fait d'accord. Sandy Sangari, revenons sur l'impact culturel. Aujourd'hui, dans les rues du Québec, de l'Ontario, de Manitoba, on peut percevoir, c'est très visible, c'est marquant, cette pluralité, cette diversité qui constitue l'environnement canadien aujourd'hui. Et d'ailleurs, un journaliste en a fait mention lors de la dernière conférence de presse de Monsieur le Premier ministre François Legault, Premier ministre du Québec. Est-ce que les Québécois, les Canadiens, dans toutes les provinces, perçoivent l'arrivant, l'immigration, je veux dire les immigrants comme un atout, un avantage ou un risque pour l'identité canadienne? Moi, je vais parler de ce que je sais au niveau général. Je pense que les Canadiens, les Québécois sont assez, j'ai envie de dire, avisés pour comprendre que c'est un atout, c'est un apport. Quand on prend des secteurs comme la santé, mais la majorité, ce sont des personnes qui viennent de d'autres cultures, de d'autres pays et qui assurent un service incroyable au niveau de la santé, qui est quand même un filon incroyable. C'est comme incontournable de la société québécoise, canadienne et tout. Je crois qu'ils sont capables de le voir, de savoir que sans les migrants, je pense qu'ils n'iront pas assez loin sur certains domaines. L'immigrant est capable, je prenais l'exemple de la santé, mais aussi sur le plan socio-économique. Il y a une grande contribution énorme au niveau même des étudiants. Un étudiant étranger quasiment paye en moyenne 10 000 $ par session de frais de scolarité. Je ne parle pas de frais de nourriture, je ne parle pas de logement. Les logements sont extrêmement chers. Ils payent en moyenne 1 500, 1 600 $ par mois de logement. Et c'est une réalité au niveau de l'économie canadienne. C'est un apport. Ce n'est pas un besoin économique. C'est un besoin économique qui apporte au Canada, qui apporte au Québec. D'ailleurs voulu. C'est d'ailleurs voulu par le gouvernement. C'est voulu parce que pourquoi on donne des visas étudiants? C'est parce qu'il y a un apport. Parce que ce n'est pas juste, oui, l'étudiant vient acquérir la connaissance, mais il le paye pour l'avoir. Mais il reste quand même... Il ne le prend pas, oui. Il reste quand même qu'il y a un risque de perdition culturelle qui est visible et perceptible, un véritable danger. La culture québécoise, les traditions québécoises, canadiennes, ne vont-elles pas disparaître avec cette affluence d'immigrants, selon vous? Mais pas du tout. D'où l'idée de jumelage encore, je vais revenir là-dedans. L'idée, ce n'est pas que chacun disparaisse, mais que chacun prenne de l'autre quelque chose pour se bâtir, que chacun prenne de l'autre pour exister, parce qu'on est dans le vivre ensemble.
On est appelé à vivre ensemble. C'est le risque pour le Canada de faire rentrer l'immigrant et l'immigrant aussi, c'est un risque de rentrer au Québec. C'est de part et d'autre. Il n'y a personne qui est perdant, il n'y a personne qui est gagnant. Au contraire, chacun a un objectif. L'objectif commun qui nous rejoint, c'est le savoir vivre ensemble, c'est le savoir être ensemble. Et il n'y a pas de risque, il n'y a rien de négatif, parce que de part et d'autre, c'est pour ça que je dis, la terre d'accueil offre. Mais la terre, la personne qui arrive dans la terre d'accueil aussi a quelque chose à offrir plutôt. Donc, sans coalition, sans jumelage, on va toujours tirer la couverture, chacun de son côté, et c'est pas vraiment ça. Le Premier ministre François Legault a parlé d'un risque de la disparition du français qui le préoccupe véritablement. Est-ce que vous partagez ce risque? Pas du tout, pas du tout. La grande majorité, par exemple, de l'Afrique est francophone. On va dire ça comme ça. La grande majorité, elle est francophone. Si je prends toute l'Afrique de l'Ouest, on est francophone. La francophonie n'est pas menacée, par exemple, si je prends le cas de l'Afrique, pas du tout. Je pense que c'est peut-être une crainte, certainement fondée pour d'autres choses, mais pour ce qui concerne, par exemple, l'Afrique, il n'y a pas de risque de perte du français. Au contraire, quand on sait qu'une bonne partie de l'Afrique est colonisée par la France et que, justement, nous avons majoritairement étudié en français et langue maternelle. Personnellement, j'ai une langue maternelle qui était le français. C'est pas parce que je suis venu au Canada que j'ai appris le français. Donc, ce français-là, je l'exporte. Il ne parle pas que d'Africains. Hein. Il y a d'autres immigrants qui arrivent d'Amérique latine, du Cuba, du Mexique. Oui, je prends par exemple la cause de l'Afrique, mais je parlais des autres cas aussi que oui, l'immigrant qui a déplacé ses valises, qui est arrivé ici, a aussi des obligations. C'est pour ça encore que je parle de l'adaptation dans le sens du jumelage, parce que celui qui prend le risque de venir dans un pays comme le Canada et au Québec où il y a le français, il a l'obligation aussi d'apprendre la langue. Ça va de soi. Donc, le choix du pays diffère en fonction de ce que nous voulons faire aussi de notre vie. Nous sommes venus ici pourquoi? Est-ce qu'on a un objectif du vivre ensemble? Oui, je comprends que le Premier ministre s'inquiète parce qu'il tient à préserver la langue québécoise. Mais moi, je pense que les lois qui sont mises, les politiques qui sont mises, qui sont au niveau, par exemple, de la francisation, l'obligation d'apprendre le français, ça fait du sens pour que tout le monde puisse aller dans ce sens-là pour vivre ensemble. Parce que si le français fait partir des valeurs importantes du Québec, la personne qui dépose ses valises a cette obligation-là d'adhérer, de jumeler Cet objectif de vivre ensemble, n'est-ce pas plus une volonté du Canadien qui accueille qu'une volonté de l'immigrant qui arrive, lorsqu'on sait que de plus en plus, il y a des replis identitaires qui sont perçus ici et là, des petites communautés se mettent ensemble, se regroupent, se concentrent. Est-ce que de vivre ensemble n'est pas beaucoup plus voulu par le Canada qui émet des lois, qui ouvre des portes, qui vous reçoit, que par des immigrants qui arrivent peut-être pour des objectifs précis et qui ont un regard ailleurs? Ouais, c'est très intéressante comme question. Moi, je pense que des deux côtés, l'esprit de jumelage me revient toujours. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais vous présentez cet esprit de jumelage comme un idéal. C'est un idéal. Je vous parle de la réalité. Quelle est la réalité selon vous? Oui, mais selon la réalité, la terre d'accueil, oui, c'est ça, c'est ce qu'il veut, mais l'immigrant aussi. L'immigrant n'a aucun intérêt à ne pas en fait... Mais après, je pense que c'est au niveau de l'éducation que nous faisons aussi. Hein. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut que l'immigrant fasse plus d'ouverture. Moi, j'y crois. Je pense que la volonté est là, mais c'est comment s'y prendre, comment je fais pour... C'est pour ça qu'on a un travail à faire. Sinon, je ne pense pas qu'en venant, la personne vient avec l'idée d'être ghettoisée. Non, parce il prend le risque de prendre des valises et de venir quelque part. Mais n'ayant pas d'encadrement, n'ayant pas d'aide, n'ayant pas de soutien, ne sachant pas comment faire, il est obligé de rester dans son coin parce qu'il ne sait pas comment aller vers l'autre. Et ça, c'est un manquement pour vous, de la part du gouvernement canadien? Oui, je ne pense pas que c'est... C'est une insuffisance? Ben, je pense que le gouvernement... Dans je veux dire, l'accueil de l'immigrant? Je pense que ce n'est pas seulement une responsabilité du gouvernement. Moi, je pense que le gouvernement fait de son mieux. Il y a des structures qui sont mises en place, il y a des politiques sociales qui sont mises ensemble en place pour l'accueil des nouveaux arrivants.
mais c'est pas suffisant, c'est pas assez. Et ça, je pense que c'est aussi notre responsabilité comme diaspora de pouvoir nous impliquer là-dedans. C'est notre responsabilité comme diaspora de prendre la relève sur certains aspects, comme communauté surtout. C'est à nous d'ajouter quelque chose à ce que fait déjà le gouvernement, parce qu'il s'agit de notre réalité. Nous, comme diaspora, nous sommes mieux placés quand tu as immigré. Tu sais quels sont les défis auxquels tu as été confronté. Tu sais par quoi tu es passé. Mieux que la personne qui t'accueille, parce qu'elle ne peut pas la comprendre telle que toi, tu la comprends. Et si on va dans le jumelage, eux, leur responsabilité serait de nous comprendre plus, de comprendre ce que nous vivons, et nous, vice-versa. Mais il n'y a pas meilleur acteur que nous, de la diaspora, pour faire ce travail-là. Parce qu'on est entre les deux. On est Canadiens, on est Africain peut-être, ou de notre nationalité, mais on est mieux placé pour appréhender non seulement les risques derrière tout ça, mais surtout, 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 pour faciliter le savoir-vivre ensemble. Est-ce que c'est ce que vous faites? Oui, absolument. Mais comment vous percevez ces replis, ces regroupements culturels selon les sphères d'origine qui se développent au Canada, un peu partout? Aujourd'hui, on voit des festivals, des baoulés, par exemple, des festivals, des bamileke du Cameroun. On voit des associations, des personnes originaires du Nigeria, des Biafra du Nigeria, ou bien des Yoruba. Tous ces regroupements-là, pour vous, vous percevez ça comme quoi? Est-ce que ça vous dit, ça vous parle positivement? Est-ce que vous dites oui, l'Afrique est debout au Canada? Écoutez, moi, je trouve que c'est beau. Tantôt, je parlais ici de réseau social. Je parlais de réseau de connexion entre nous. Je suis pas trop entre nous, je suis pas dans l'idée du ghetto, mais je pense que il faut avoir ses repères. C'est quand quelqu'un qui abandonne tout, qui se retrouve dans un pays où il y a personne, où il n'y a personne, il a besoin aussi de temps en temps d'entendre parler de sa culture. Donc c'est un besoin. C'est un besoin, c'est un besoin. Pour éviter les dépressions. Vous aviez parlé des aussi, dépressions dans la première partie. Oui. Les dépressions dues, par exemple, à l'hiver. Oui. On a besoin de sortir, retrouver les gens, les autres. Tout à fait. Et puis ça, c'est des activités occasionnelles. Ce n'est pas des activités qui se font toute l'année, permanentes. On en a besoin là d'avoir nos repères et de revenir là-dedans. Et ça nous aide justement à bâtir notre savoir-vivre ici, notre savoir-être ici aussi, parce que c'est un boost, c'est important. Moi, je trouve que sans ça, ça va nous dépayser, ça va plus dépayser l'immigrant qui vient d'arriver. Par contre, je ne suis pas pour le fait qu'on se ghettoise, c'est-à-dire qu'on reste entre nous seulement. Moi, je pense qu'il faut aller vers l'autre. Moi, c'est incontournable. Hein? C'est incontournable. Il faut qu'on aille jumeler nos valeurs et nos cultures, parce que l'autre en a aussi à nous donner. L'autre en a aussi à apprendre. Et c'est de vice-versa. Je dis ça aussi pour la terre d'accueil. Il faudra aller voir, en moi, qui suis immigrante, qu'est-ce que je peux t'apporter, parce que je peux t'apporter également beaucoup. Et si cet esprit-là de jumelage se met des deux côtés, c'est clair que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Le savoir-vivre se fait beaucoup mieux. Parce qu'il y a des attentes de part et d'autre. Mais est-ce que nous allons dans le sens de je vais aussi aller voir l'autre? Et vous parlez d'attente, et cette fois-ci, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à ces attentes, à cet immigrant ou cette diaspora qui est un peu à califourchon entre la terre d'accueil qui est le Canada, qui attend d'elle d'être intégrée, de contribuer à l'économie locale, qui attend d'elle, n'est-ce pas, de promouvoir les valeurs canadiennes, mais il y a aussi la terre d'origine, d'où on est parti, qui vous attend et qui vous recherche même et qui espère beaucoup de vous pour le développement économique, social et même culturel. Comment est-ce que la diaspora, l'immigrant afrodescendant que vous êtes, comment vous réussissez à vous en sortir devant ces demandes qui viennent de part et d'autre? Comment faites-vous? C'est pas évident. J'avoue que ça prend du temps pour se faire une tête. C'est pour ça que c'est important que dès le début, il y ait des structures qui aident pour que ce travail-là se fasse au niveau de l'intégration, de l'adaptation, j'ai envie de dire, plus le jumelage. Parce que quelqu'un qui arrive tout de suite, oui, les attentes, comme je dis, moi, en immigrant ici, j'avais des attentes, je m'étais fait un film et
très vite, ça m'a rattrapé pour me rendre compte que ce n'est pas ça, la vérité et la réalité. Mm. Et s'il n'y a pas d'accompagnement, oui, c'est sûr que c'est plus difficile. Par contre, lorsqu'on commence dès le départ, moi, je pense que les premiers mois d'un immigrant, les 3 premiers mois d'un immigrant devraient être avant tout, dépose tes valises, explore, regarde, observe, apprends. Mm. Ça permet de faciliter la suite. Mhm. Mais sinon, ça va être tellement difficile qu'on va craquer. Alors que c'est une très belle terre, c'est une raison pour laquelle on est arrivé là. Il faut se souvenir de la raison pour laquelle on est arrivé ici. Qu'est-ce qui nous a motivés? Qu'est-ce qui nous a touchés? Qu'est-ce qui nous a poussé à prendre le risque, Mhm. soulever les valises et d'arriver? C'est peut-être pas exactement ce que nous retrouvons, Mm. mais je pense qu'on peut apprendre à vivre avec et puis surtout améliorer même certaines choses Mm. de par ce que nous portons. Donc, de ne pas s'attendre à ce que la terre d'accueil nous donne tout sur un plateau d'argent, mais d'être nous aussi acteurs de tout ce qui se passe Mm. pour notre propre Est-ce que intégration. l'Afrique profite suffisamment de sa diaspora, selon vous? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que l'Afrique est riche de ses fils et de ses filles. Et je pense que le travail que fait la diaspora ici, je prends par exemple l'exemple de la fac pour laquelle je travaille Mm. euh, avec beaucoup de passion, c'est vraiment d'aller regarder les aspects économiques aussi, les Mm. aspects sociaux, l'entrepreneuriat, la promotion des valeurs, pourquoi pas sociaux, politiques aussi. Donc, c'est vraiment l'Afrique profite là. Puis, c'est même de loin, la diaspora peut impacter absolument, absolument. Et on le fait déjà. Évidemment, plus on va amplifier ça, mieux on va aussi le faire et tout. C'est possible. C'est une question de On volonté. entend dire dans certains pays que la diaspora n'est pas la bienvenue, la diaspora constitue une menace, la Mhm. diaspora ne jouit pas des facilités pour pouvoir implémenter, n'est-ce pas, Mhm. toute sa vision auprès des pays d'origine. Est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez pour le Burkina Faso? Pour le Burkina Faso particulièrement, je dirais que oui, il y a encore du travail à faire, mais ce n'est pas totalement vrai parce que je pense que de ce que je sais, moi en premier, je pense que je contribue d'une certaine façon, mais je connais beaucoup, 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 beaucoup de compatriotes qui font l'acte. Ne serait-ce que pour ce que nous vivons actuellement comme réalité au Burkina Faso, on parle du cas du terrorisme avec des multitudes de déplacés, Mhm. que ce soit de manière individuelle ou de manière collective. Il y a des actions qui se posent, euh, il y a des actions concrètes qui se posent, que ce soit sur l'aspect financier, l'aspect socio-économique. Il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous menez ces actions en toute facilité? Est-ce que vous rencontrez des obstacles dus, par exemple, aux administrations locales? Étant donné que la rigueur administrative Mhm, que vous connaissez au Canada n'est pas la même en Afrique, mhm. est-ce que vous rencontrez ces... Je pense que comment on appelle ça, pour ce qui est de la coopération au niveau des États là-bas, c'est plus facile dans le sens que euh, ils n'ont pas une fermeture nécessairement à faire développer nos pays, pas du tout. Au contraire, ils sont ouverts. C'est plutôt nous, ici, qui avons des obstacles, ben, bien sûr, financiers, évidemment, parce que comment on peut promouvoir les choses sans fonds? C'est ça aussi, la question financière reste un obstacle. Mais est-ce qu'on nous empêcherait de bâtir? Non, pas du tout. Je donne un exemple. L'année passée, euh, on a fait une équipe de personnes ensemble, des baluchons de vêtements pour des enfants déplacés. Mhm. Ben, c'est bel et bien rentré sans problème. Les enfants ont reçu, on a distribué des vivres, on a fait des choses sans aucune contrainte liée à quoi que ce soit. Au contraire, c'était la bienvenue parce que justement, l'État en appelle justement à ce que tout le monde, de partout dans le monde, puisse apporter de l'aide et c'est pas un obstacle du tout. Il y Du a tout. eu quelques mutations politiques dans votre pays ces derniers Mhm, temps. mhm. Sandrine Sangaré, est-ce que ces mutations vous parlent? Est-ce que ça vous intéresse, les mouvements politiques dans ce pays-là? Je suis totalement apolitique, je vais le dire, je vais le nommer. Par contre, ce qui concerne les peuples m'intéresse. Je suis travailleuse sociale, il ne faut pas qu'on oublie que l'esprit que j'ai derrière ma tête est beaucoup plus ce qui a trait à la vie sociale que la vie politique. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire là-dedans, c'est que le peuple burkinabé, par exemple, est solide, il est fort. Il est fort plutôt. Le peuple burkinabé est très solidaire, hein, très, très solidaire, et c'est des battants.
Donc, pour ce que je sais actuellement, ils sont... je salue d'ailleurs les forces vives, les personnes qui se sont données volontaires pour aller au front, pour aller combattre sur ce fléau-là. Je salue des initiatives d'associations qui sont mises en place pour recueillir, comment on appelle ça, les déplacés. Et ça se fait de manière tellement solidaire que ça se passe super bien, que ce soit à la diaspora ou que ce soit sur place. Il y a des associations qui sont mises sur place et qui font que redoubler d'efforts pour venir en aide de manière concrète. Hein. Donc, le système social est assez solide. Oui, la question financière, la question des moyens demeure, mais l'esprit combatif, l'esprit de solidarité, hein, l'esprit de l'entraide surtout est présent. Comment percevez-vous cet esprit panafricaniste qui se répand en Afrique francophone et dont le leadership vient également de votre pays, notamment de votre chef d'État? C'est un motif de fierté pour une Burkinabé comme vous, vivant au Canada? Absolument. Absolument. Du coup, moi, c'est de bonne guerre. Hein. Je trouve que l'Afrique doit évoluer. L'Afrique doit aller dans une dimension beaucoup plus adaptée à nos besoins, hein, à nos réalités, et de voir une innovation comme ça, de voir les choses évoluer, pour qu'on entende parler d'autre chose que des choses de notre ère plutôt, de notre époque. Je dirais tout simplement que oui, je suis très fière de pouvoir être aujourd'hui non seulement témoin de ce que je vois, hein, comme nouveauté, mais surtout de voir les choses évoluer dans toute la sous-région. Est-ce qu'avec le régime en place aujourd'hui au Burkina Faso, c'est de l'espoir pour ce pays, oui. pour vous? Absolument. 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 Je pense que aujourd'hui, nous avons un modèle qui incarne beaucoup un leader qui a planté, qui a sémé, qui a fixé des choses. On parle de la personne du capitaine Thomas Sankara, qui a mis des choses en place. Des fondements. Des fondements. Qui a laissé une vision, qui a laissé une idéologie. Et qu'aujourd'hui, quand je vois celui qui a la tête prendre ce flambeau-là et de foncer, j'ai envie de dire oui, il y a de l'espoir. Un grand espoir. On va revenir sur notre sujet, l'immigration, l'intégration des immigrants. Bientôt, on tend vers la fin de cette émission, justement. Parlons de cette sortie du Premier ministre québécois, François Legault, qui, lors de sa dernière conférence de presse, est revenu sur cette intention de refermer les frontières pour les immigrants travailleurs au Québec. Est-ce que cela vous parle? Oui, ça me parle. Est-ce que ça vous inquiète, oui. Oui, pourquoi? Oui, parce que je me dis que est-ce que fermer les frontières, c'est une solution? Je dirais que non. Parce que le Canada, le Québec a besoin d'immigrants. Ils en ont eu toujours besoin depuis le début. D'où les portes ouvertes qui ont permis que ces têtes-là, parce que c'est des têtes. Le Premier ministre parle de 560 000 immigrants déjà enregistrés et que ce serait déjà le plafond. Oui, peut-être en termes d'économie ou selon ce que... Moi, je pense qu'il faut penser à d'autres solutions, d'autres stratégies que de parler de fermer les frontières. Moi, je pense que ces personnes-là bâtissent aussi, ils contribuent. Et je pense que leur apport suffit déjà pour parler de leur propre prise en charge. Je pense qu'il faut regarder les choses ailleurs. On ne bâtit pas un pays sans penser aussi aux risques et tout ça, et puis de penser aussi, comment on appelle ça, à l'apport de toutes ces personnes-là qui viennent. Est-ce que le problème des logements, de l'emploi n'est pas réel au Québec? C'est réel. C'est réel. L'inflation actuellement, moi, la manière que les logements ont figuré, moi, je trouve que c'est... Ouais, c'est réel. C'est même pas une blague. Mais moi, je trouve que la solution est ailleurs. Ce n'est pas en fermant les frontières que du jour au lendemain, les loyers vont baisser. Ce n'est pas en fermant les frontières que du jour au lendemain, le coût de la vie va baisser. Au contraire, parce que c'est comme je le dis encore, ces personnes-là apportent à l'économie du Québec, du Canada, sur tous les plans. Je parlais du domaine de la santé, par exemple, où c'est majoritairement des personnes immigrantes. Est-ce qu'on pense à ces personnes-là? Cette population-là vieillit. Il y en a qui prennent la retraite aussi, hein, dans le milieu de la santé. Les raisons pour lesquelles les immigrants ont été appelés au Québec, au Canada, demeurent.
Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, c'est résolu. Non, la population est vieillissante toujours. Donc, je travaille actuellement avec une population âgée et je peux le constater, comment la population est très vieillissante. On essaie à tout prix de les maintenir, même à domicile le plus possible. Mais la vérité est qu'on a une grande population vieillissante qui demande aussi qu'il y ait une relève, tout simplement. Et si ça, c'est la solution, ben, il ne faudrait pas fermer la porte parce que ça pourrait avoir des retombées plus tard, bien sûr. Et qu'est-ce que vous, en tant Mhm. qu'individu, Sandrine Sangaré, Mhm. qu'est-ce que vous faites pour essayer de rendre la vie plus facile aux immigrants? Vous avez évoqué quand même beaucoup de problèmes, beaucoup Ouais. de challenges, beaucoup de difficultés. Que faites-vous? Absolument. Merci beaucoup pour cette question parce que après des années de réflexion, moi j'ai mis en place aujourd'hui une entreprise qui s'appelle Service Expert Écoute. Et le rôle de Service Expert Écoute, c'est d'abord, avant tout, je suis coach spécialisé, certifié pour les parents immigrants. C'est à dessein. L'idée, c'est de pouvoir être une ressource réelle pour aider l'intégration concrète des familles, des parents, des immigrants, des étudiants, des individus qui mettent leurs pieds ici au Québec, de par mon expérience, de par mes compétences, de par mon parcours. Je pense que je suis assez outillée pour aider ces personnes. C'est concret. L'idée, c'est de faire en sorte que l'immigration soit positive, que l'immigration soit surtout harmonieuse. Qu'il y ait ce travail-là dont je parle, ce jumelage culturel puisse se faire de manière sécure, de sorte à ce que justement, que ce soit la terre d'accueil, que ce soit nous, ces familles-là qui arrivent, il y ait moins de clash possible, que les lois soient respectées. Et c'est tout ce que je fais à travers, par exemple, des ateliers de coparentalité où je vais aller parler de l'équipe parent, hein, fortifier l'équipe parent, leur donner des stratégies pour pouvoir fonctionner. Je vais parler, par exemple, des méthodes éducatives, par exemple, de comment faire pour toujours aller dans l'objectif d'éduquer, encadrer, enseigner son enfant, mais sans pour autant, avant même de parler de la loi, sans pour autant être un objet plutôt de destruction de la vie de notre enfant, d'abord, et en plus de ne pas être à l'encontre de la loi. Je parle aussi, par exemple, de violence conjugale, qui est une réalité, un sujet tabou dans nos communautés, on n'en parle pas. Mais comment aider les couples à ce qu'il y ait moins de violence, qu'il n'y en a pas, qu'il n'en ait même pas du tout, parce que l'idée, justement, c'est de pouvoir aller tout autour de cette loi-là qui l'interdit formellement ici. Donc, c'est d'outiller les parents, outiller les familles, outiller les couples, outiller ces gens-là de sorte à ce que ça se passe bien. Évidemment, c'est une entreprise dont les services sont quand même payants, mais le but, et c'est la vocation... J'allais vous demander si c'est une action commerciale, c'est une offre commerciale ou humanitaire? Elle n'est pas... moi, je dirais qu'elle est humanitaire, parce que les prix sont quand même pas des prix extrêmement chers, mais je pense que c'est des méthodes. C'est comme quand tu as besoin d'un avocat, ben, tu vas prendre un avocat, tu ne vas pas dire qu'il est gratuit. Tu as besoin d'un médecin, tu as besoin de payer des frais médicaux. Donc, c'est comme une espèce de clinique, en fait, où on va aller parler du bien-être psychosocial, de tout ce qui... Je fais de l'accompagnement aussi, là, donc je vais aider quelqu'un. Alors vous m'inspirez une question. Oui. Je ne pourrais pas me permettre de partir d'ici sans vous la poser. Il y a dans la conscience collective des immigrants cette conception selon laquelle les foyers, les mariages se gâtent quand on arrive au Canada. Est-ce que c'est, je vous pose la question simplement, est-ce vrai? Oui. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps de comprendre et de réadapter nos manières de vivre et de jumeler, je dis bien jumeler nos valeurs. Je prends un exemple très banal. Très bien. Quand nous arrivons aussi au Québec... Prenons l'exemple d'un couple qui arrive. Ouais, je vais aller dans un exemple très concret. Au pays, par exemple, on dit mon revenu, ton revenu, mes biens, tes biens. Puis il y a une manière de fonctionner qui fonctionne depuis l'homme est généralement le pourvoyeur. On reste dans le côté que l'homme est pourvoyeur. Ici, c'est autre chose. Tu arrives, tu déposes tes valises, même si tu n'es pas marié légalement. Après 6 mois, on est conjoint. La loi dit que... Conjoint de fait. Conjoint de fait. Et la loi dit que vous êtes un. Et on ne parle pas de ton revenu, mon revenu. On parle de revenu familial.
déjà en partant. Donc, à la base, Est-ce que la vous, est-ce que vous voulez perception, dire que c'est l'argent qui sépare les couples non, africains qui c'est un arrivent exemple. ici, Ça, c'est qui un des gâtent les aspects. foyers C'est un africains des qui arrivent aspects. ici? Oui. C'est un des aspects Allez-y qui, avec cet aspect, oui. Continuez. c'est un des aspects qui peut déclencher justement des conflits conjugaux et puis dégénérer justement parce que le monsieur, par exemple, je donne un exemple très banal, qui avait l'habitude d'être le pourvoyeur, d'être celui qui pourvoit, celui qui avait son argent, qui ne rendait pas nécessairement compte à son épouse, se retrouve à la fin de l'année quand il fait sa déclaration d'impôt que, par exemple, son revenu est connu par sa femme, par exemple. Tu vois un peu ce que ça fait? Et puis l'autre chose, c'est que on vous oblige à mettre vos revenus ensemble puisque c'est un revenu commun. Ce n'est pas ton revenu, mon revenu. Donc, ça pousse à revoir les manières de la manière de dépenser, la manière de gérer les finances, la manière de mise en commun. Donc, si déjà ce n'était pas une pratique avant de venir ici, c'est clair qu'on entre en clash. Parce que chacun tire la couverture de son côté et personne ne veut comprendre que c'est une obligation de la loi aussi. Oui, si on n'adapte pas notre quotidien à ce que la loi dit, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, à la fin de l'année, on te parle de revenu familial. Il se dit aussi que les principales causes de ce genre de clash sont les femmes. Pourquoi c'est les femmes? Ça, je ne sais pas si je peux répondre à ça de cette façon. Si c'est les femmes, oui, c'est peut-être les femmes, mais c'est peut-être aussi les hommes. Le Il y a constat que beaucoup- vous avez fait, c'est quoi? La majorité, dans la majorité des cas, ceux qui se plaignent, Mhm. c'est les hommes qui s'en plaignent. Selon nos investigations, Oui. c'est les hommes qui se plaignent. J'ai fait venir mon épouse ici, Mhm. je vis avec ma femme au Cameroun, nous sommes arrivés au Canada Mhm. et ça ne marche plus. J'ai Mhm. abandonné ma maison, j'ai abandonné mes enfants, on m'a chassé de la maison. Ce sont des choses qui reviennent, qui sont récurrentes. Est-ce que la femme africaine, quand elle arrive au Canada, prend subitement des armes pour tirer sur son mari, sur son foyer? C'est pas nécessairement ça. Je pense qu'il y a un peu de préjugés dedans et un peu de mythes tout autour de cette question-là. Comme je disais tantôt, chacun arrive avec sa manière de faire. Le monsieur avait sa façon de faire. La femme avait sa façon de faire. Et arrivé ici, tu ne peux pas faire comme tu fais parce que la loi ne te permet pas. Et la manière de vivre, je parlais tout à l'heure des valeurs. Les valeurs patriarcales n'existent pas sur ce pays-là. Donc, tu ne peux pas arriver et puis fonctionner comme ça. Je prends un exemple très simplement au niveau des partages des tâches. En Afrique, tu vis avec 20, 30 domestiques qui s'occupent de toute la charge mentale, toute la charge physique de la maison. Arrivé ici, il faut réadapter. La réalité, c'est qu'on n'a pas de domestique. Il n'y a personne qui fait le travail. Puis tout le monde, maman est obligée de quitter le foyer, aller travailler. Il y a une réalité. Parfois, à des Donc, âges avancés, on voit des femmes québécoises qui travaillent fort, dur. exactement. On les voit dans des supermarchés, elles sont caissières, 70 ans, 60. C'est ça la réalité de la terre d'accueil. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'asseoir à un moment donné, déposer les valises et jumeler. Qu'est-ce que je prends et puis Comment qu'est-ce que je régler? laisse? Qu'est-ce que vous direz à des couples qui arrivent? Comment régler ça? Moi, je le Comment donne. éviter qu'il y ait des divorces dès lors qu'on est sur la terre canadienne? Je pense qu'il faut aller chercher de l'aide. Moi, je pense qu'il faut aller chercher de l'aide totalement. Ce que je fais, c'est pas juste pour faire de la pub. Il faut mais... consulter Ben oui, une technicienne comme vous. Il faut consulter une personne, pas n'importe qui, mais il faut aller dans les communautés. Par exemple, le coaching parental existe, le coaching, comment on appelle ça, des personnes comme moi, je ne suis pas seule, là, qui existent de plus en plus, parce que c'est là où je dis qu'il y a des tentacules maintenant qui commencent à s'émerger pour pouvoir aider vraiment les communautés à adapter. Parce que tu vas voir un travailleur social québécois, il ne va pas savoir de quoi tu parles. Tu es complètement en clash total. Mais tu me parles, c'est clair qu'on va être capable de faire un peu de la médiation dans le couple, aider le couple à s'installer sans perdre ses valeurs. Ça ne veut pas dire que monsieur perd son autorité d'homme, pas du tout. Donc, je pense que c'est le manque de connaissances qui fait que les hommes vont se sentir un peu comme, mon Dieu. Non, c'est juste de s'asseoir et puis de revoir. Quand je parlais de valise, c'est pour dire qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse. Parce que la réalité n'est pas la même. Tu ne peux pas transposer tout quand tu sais concrètement que, par exemple, au pays, facilement, tu pouvais avoir 4, 5 domestiques, quelqu'un faisait tout, par exemple, un exemple. Ou bien, madame pouvait ne même pas travailler. Ici, c'est pas possible. Un revenu, on ne s'en sort pas. Donc, c'est des exemples aussi concrets. Et puis, au niveau, par exemple, je parle encore de la charge mentale pour dire que, ben, écoute, c'est pas pareil. C'est complètement autre chose. Le climat, c'est pas la même chose. Le réseau social, au pays, on a mamie, on a papy qui s'occupe des enfants, on a quelqu'un, on a un voisin. Ce n'est pas la même chose. Il faut s'asseoir. Il faut réadapter. Il est possible d'arrêter ça.
Mais oui, Il est possible absolument. d'éviter les divorces pour Totalement. des nouveaux arrivants, des familles qui Absolument. arrivent. Il Absolument. était possible de sauver des familles Totalement. afrodescendantes qui Totalement. s'installent au Canada. Totalement. C'est Et vous possible. en avez les clés. Absolument. Eh bien, parlons pour finir de la Fédération africaine Mhm, et association du Canada, mhm, la FAC. Je voudrais faire un clin d'œil à M. Tierno, qui en est le président. absolument. Mhm. C'est son mandat qui est en cours, justement. Ah oui. Alors, cet événement que vous préparez en novembre prochain, Oui. On a 2 événements. il s'agit bien d'un gala anniversaire. Oui. Oui, Le, ga- parlons-en. le gala anniversaire, ça c'est au mois de novembre, le 30 novembre. Oui, Puis on a une journée d'accueil pour les étudiants étrangers oui, et les étudiants en général. Donc, tout à fait. je parle du gala. Le 30, c'est d'abord avant tout présenter la fac. Parce que c'est le premier anniversaire de la fac. Et on profite de l'opportunité pour présenter la vision, présenter aussi les œuvres qui sont faites à travers un truc de mérite. Parce qu'il y a des, je vous dis, il y a des têtes, il y a des compétences, il y a des cerveaux au niveau de la fac. Mm. Moi, je suis juste qu'un échantillon, en fait, de cette fédération-là, de toutes ces forces mises ensemble et tout, dans toutes les sphères de la vie sociale, la vie économique, la vie entrepreneuriale. Nous avons des têtes au sein de la fac Mm. qui font cette coalition. Nous sommes autour de plus de 600 personnes mises en place dans Quand même. lesquelles il y a énormément de forces mises ensemble. Et c'est dommage que ce ne soit pas connu parce qu'en fédérant tout ça, sur tous les aspects. Eh bien, ce sera connu désormais Ça sera connu. avec cette communication que Ça vous sera faites. connu. Ce sera connu, Oui, bien ils le entendu. font. Ils le font. Mhm. Et pourquoi pas faire adhérer d'autres personnes. Et puis pourquoi pas aussi éveiller les consciences. Voilà, à travers ça, que quelqu'un se dise, ah waouh, c'est encore possible. Oh waouh, écoute, moi aussi, je vais apporter quelque chose. Et Parce que c'est un devoir. cet événement du 30 vise aussi à reconnaître l'engagement de certains afrodescendants dans la communauté africaine au Canada. Oui, absolument. C'est ça qu'on va souligner à travers justement certains entrepreneurs, certaines personnes qui ont impacté tout au long de l'année au niveau de la fac ou au niveau de nos communautés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font peut-être dans l'ombre, qui n'est pas visible, alors que c'est l'opportunité d'en parler. On ne peut pas toujours en parler parce qu'on est tellement dans l'action tous les jours, on est toujours en train de travailler fort, que on ne prend pas un temps. Donc, c'est en fait une pause pour s'arrêter et puis dire un petit bilan de qu'est-ce que nous avons fait jusque-là et où on va aussi. Parce que l'idée, on a fait un lac à l'épaule il n'y a pas très longtemps où on s'est fixé des objectifs assez réalistes dans lesquels on se demandait est-ce qu'on va atteindre les objectifs, comment on va faire pour y arriver, est-ce qu'on va dans la bonne direction. Donc, c'est un bilan aussi de nos actions. Et cet atelier pour les nouveaux arrivants étudiants que vous préparez, est-ce qu'on en parle également? Oui, on en parle. C'est une grande première, effectivement, parce que les ressources au niveau des étudiants, c'est quasiment inexistant. Les étudiants s'est rendu compte qu'on n'en a pas, surtout pour ceux qui concernent nos communautés des étudiants étrangers ou de la diaspora. Il n'y a pas de ressources qui les aident au niveau du Canada. Et malheureusement, avec toutes les actions que nous avons posées, parce que nous sommes justement dans la mission et la vision de la fac, nous avons un mandat au niveau du nouveau arrivant, au niveau des étudiants étrangers à qui je veux faire un gros coucou aussi, parce qu'on a eu des cas assez solides de suicides, de drames dans nos communautés, de fusillades, de cas de prison, parce que les codes culturels n'ont pas été saisis dès le début. Et ce travail-là, cette année, la fac a décidé d'en faire son cheval de bataille, de dire non, on met un stop à ça. Parce que oui, ça a été médiatisé, plein de choses ont été dites, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et ce jour-là, ça va être une première au Canada, où ça va être une journée d'intégration et d'accueil du nouvel étudiant. On veut vraiment mettre l'accent sur la jeunesse cette fois-ci, qui est quand même notre relève, qui viennent ici, qu'il y en a qui viennent pour étudier et qui ne retournent pas au pays, pas parce qu'ils ne veulent pas retourner, pas parce qu'ils ont fait le choix de rester, mais peut-être parce qu'ils sont morts avant, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas pu finir leurs études pour une raison ou une autre. Et nous, comme fac, on a décidé qu'il y avait des experts, parce que la fac, c'est un regroupement d'experts aussi, donc on a pris des experts étant membre de la fac, pour être aussi un croix de transmission d'informations à ces jeunes-là, les accueillir comme il faut, leur donner toutes les clés pour que leur année scolaire se passe bien. Pour ceux qui sont déjà là, qui sachent qu'il y a une ressource qui existe pour eux en tant que communauté, pour que leur vie, voilà, ce pourquoi ils sont venus au Canada ne soit pas un objet de drame à la fin, mais que ce soit une réussite. Voilà. Donc, deux événements majeurs organisés par la fac. Mm-hmm. Le premier événement, c'est l'atelier
le En fa 21 septembre. en faveur des étudiants nouvelles arrivants Absolument. et puis le deuxième événement, c'est en novembre. Oui. Et Le deux pour participer donc à ces événements, Mmh. mesdames, messieurs, vous pouvez simplement aller sur la page Facebook de la FAC, Fédération africaine et association du Canada. Vous trouverez toutes les informations et vous pouvez vous y inscrire. C'est Absolument. bien ça. Merci d'être Absolument. venue, Sandrine Je vous en Sangari. prie. Je vous en prie. Merci, c'était Sandrine Sangari, une immigrante afro-descendante, on l'a dit, pleine d'histoire, de compétences et d'expérience. On a parcouru tout cela ici dans le cadre de ce programme, Madame, Messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous et surtout prenez rendez-vous pour la prochaine édition de vos programmes, l'interview. Ici, nous aurons d'autres grandes rencontres, de nombreuses grandes rencontres pour vous édifier. Au revoir. Éco Télévision, la tribune des territoires.